Bienvenue à vous pour ce premier épisode du Marathon, l'émission qui retrace l'intégralité d'une saison d'une série, avec un programme qui s'annonce bien chargé. Présentation des différents réalisateurs et réalisatrices, analyse du scénario, de la mise en scène, de la musique, et dans un premier temps, Marathon va se consacrer aux séries live Star Wars, avec ce premier épisode sur la saison 1 de The Mandalorian. Le 8 mars 2018, il est annoncé lors de l'avant-première de Solo A Star Wars Story que Jon Favreau écrit et produit la première série en live-action dans l'univers Star Wars. Il faut attendre un peu plus d'1 an pour que la première saison soit diffusée, en fin d'année 2019 aux États-Unis, puis en avril 2020 en France. La série est donc arrivée environ 6 mois plus tard en France. Une diffusion aussi décalée pour une si grosse série est très rare de nos jours. Cela s'explique car The Mandalorian était le produit d'appel pour la nouvelle plateforme de streaming qui est Disney+. Et donc Disney+ est arrivé quelques mois plus tard en France par rapport aux États-Unis, et c'est ce qui explique ce décalage. Le fait que The Mandalorian soit aussi pour le moment distribué uniquement sur Disney+, donne aussi une des choses les plus frustrantes pour les fans. Il n'existe pas pour le moment de format physique de DVD ou de Blu-ray pour la série. La série est principalement écrite et produite par Jon Favreau, à qui on doit par exemple les 2 premiers Iron Man de l'univers Marvel, ou aussi d'autres films Disney comme Le Roi Lion ou Le Livre de la Jungle. C'est un peu le réalisateur à qui Disney confie de gros projets. L'accompagne au même titre Dave Filoni, qui est un grand monsieur de Star Wars, qui est derrière des séries comme Star Wars The Clone Wars ou Star Wars Rebels. Pour finir, Pedro Pascal incarne le Mandalorian. Pedro Pascal, c'est l'acteur des séries du moment qu'on a pu connaître avec des séries comme Narcos ou Game of Thrones, mais aussi il va interpréter Joel pour l'adaptation très attendue de The Last of Us. À sa sortie, la série est accompagnée de making-of très complets autour de thématiques comme la musique, la mise en scène ou bien les technologies utilisées. Pour finir sur l'introduction, après le rachat de Disney en 2014, beaucoup de fans se sont sentis trahis par les productions Disney et notamment par la post-logie, mais la plupart des fans se sont retrouvés dans The Mandalorian avec un super retour public, avec une note de 4,3 sur Allocinéma, une note de 8,8 sur IMDb et un bon succès critique avec de nombreuses récompenses, notamment aux Emmy Awards. Pour recontextualiser The Mandalorian dans l'univers Star Wars, la série se déroule environ 5 ans après le retour du Jedi. Et nous suivons le Mandalorian Din Djarin, ou alors Mando, dans ses aventures. L'épisode est réalisé par Dave Filoni. J'ai rapidement évoqué qui était ce monsieur en introduction. Créateur et producteur de nombreuses séries Star Wars, scénariste, et il a aussi réalisé plusieurs épisodes, mais des épisodes de séries animées. C'est sa toute première réalisation en prise de vue réelle. Cet épisode est consacré à la présentation du personnage. Dans la première partie de l'épisode, Mando fait son travail de chasseur de primes. Suite à un rendez-vous où il vient récupérer ses primes pour ses captures, il se voit confier par un riche impérial une nouvelle mission. Partir à la recherche d'une mystérieuse cible, vivante de préférence. La deuxième partie de l'épisode est consacrée à cette mission, jusqu'à trouver la fameuse proie qui se révèle être bébé Yoda. La présentation de Mando est particulièrement bien réussite. Le personnage parle peu, mais on comprend qui il est par sa manière d'agir. Il est violent, mais s'il agit ainsi, c'est avant tout pour aider sa communauté. La présentation de Mando passe aussi énormément par la mise en scène. Par exemple, la scène d'introduction prend son temps. Il y a un striptease sur Mando, on voit à quoi ressemble le personnage uniquement après la présentation des enjeux. La scène donne le ton à la série. Elle est plutôt sombre, violente, sans être dans l'abus. Par exemple, on ne voit pas le moment où un des hommes se fait découper en 2 par la porte. C'est seulement suggéré par le hors-champ. Au niveau de la mise en scène, cela reste timide. Certes, Dave Filoni connaît son univers et joue avec. Il se fait plaisir et on peut le voir dans plusieurs plans, comme celui-ci, où des petits singes qu'on retrouve dans la trilogie d'origine se font griller. Ça ne fait pas avancer l'histoire, mais cela enrichit l'univers global. Mais cela reste pour Dave Filoni une première réalisation en prise de vue réelle. Une première bien réussie, mais l'épisode reste en globalité assez conventionnel. Je pense surtout à la mise en scène des dialogues, on a beaucoup de chant contre chant très classiques. Une caméra face au personnage, cela passe bien car les effets spéciaux et les décors sont magnifiques, mais cela manque de prise de risque. La bataille finale est bien maîtrisée, plaisante à regarder, pas trop surcutée, et on ressent que nos héros se font enfermer et donc on ressent la pression. Une réalisation assez classique, mais rondement menée. Dave Filoni ne dégage pas pour le moment une patte d'auteur forte, mais cela peut encore venir. Le plan final est tout de même exceptionnel et restera gravé à jamais dans la mémoire de tous les fans de Star Wars. Le premier épisode est globalement très bon,
Et c'est d'ailleurs très courageux que Dave Filoni ouvre le bal, car on sait que réaliser l'épisode pilote d'une série est un exercice complexe. C'est rarement les meilleurs épisodes, et la recette de la série est généralement pas encore trouvée à cette étape. L'épisode prend son temps, peu bavard, mais met en place de nombreux éléments pour la suite, comme les deux personnages principaux, la personnalité du Mandalorian, le casque, le Blascar. Pour un épisode pilote, le pari est réussi, et l'épisode est très plaisant à regarder. Rick Famuyiwa a déjà réalisé quelques films, Dope, La guerre des pères, film que j'ai jamais vu, et c'est sa première réalisation pour une série. Dans cet épisode, Mando accompagné de bébé Yoda souhaite quitter la planète, mais le Razor Crest, qui est le vaisseau de Mando, s'est fait dépouiller par les Jawas. Et pour pouvoir récupérer les pièces, il doit affronter un monstre pour voler son œuf. Alors qu'il perd le combat, bébé Yoda utilise la force pour le sauver. C'est un épisode qui peut paraître peu utile car la situation n'avance pas. En effet, on est au même point au début et à la fin de l'épisode. D'ailleurs, rien que le scénario fait un peu quête secondaire d'un jeu vidéo. Mais l'épisode a deux intérêts. Révéler l'importance de bébé Yoda. C'est un être chez qui la force est très puissante dans une galaxie où les Jedi se font rares. Et l'épisode enclenche l'évolution de Mando. En effet, dans l'épisode 1, on nous présente un Mando qui excelle seul par la violence dans son métier qui est la capture de cibles. Mais ici, face à de nouvelles situations, il a des difficultés, mis KO d'abord par les Jawas, puis par la créature. Et c'est l'enfant qui va finir par l'aider. Ainsi, Mando commence à comprendre l'importance d'avoir des alliés. Au niveau de la mise en scène, cela reste très classique. On a beaucoup de gros plans sur les visages, et le réalisateur joue énormément avec la lumière. On a un nombre record de plans avec cet effet lumineux, cela rend certains plans très sympathiques. Un seul plan me semble mémorable, rappelant énormément Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. Il faut dire que The Mandalorian marche dans la lignée de la trilogie originale, ce qui peut expliquer la bonne réception du public. Les deux scènes d'action sont bien chorégraphiées, on arrive à suivre l'action avec un montage assez clair. Mention spéciale pour la musique au moment de la confrontation avec la créature, que ce soit au moment où elle charge ou au moment où elle est stoppée par la force. Ce deuxième épisode se laisse regarder. Il se passe peu de choses, encore une fois il y a peu de dialogue, mais on s'attache au personnage. Je pense aussi que c'est la force de l'épisode. Il se passe certes pas grand chose, mais au moins on s'attache au personnage. Grâce à cet épisode, on aime Mando et bébé Yoda. Un épisode qu'on aura je pense tendance à oublier, mais qui a son importance dans l'installation de l'univers, du rythme de la série, des personnages. Deborah Shaw est une habituée de la série télévisée, elle a notamment réalisé un épisode de Mr. Robot et 2 épisodes de Fear the Walking Dead. Dans cet épisode, Mando finalise sa mission en donnant bébé Yoda à son client. Il récupère la prime, mais les remords le rongent et décide d'aller récupérer de force l'enfant. Après avoir affronté l'Empire, il doit affronter d'autres chasseurs de primes et est aidé in extremis par d'autres Mandalorians. C'est un épisode que j'aime un peu moins, chose toute bête. Mais une partie de l'épisode tourne autour du remords de Mando. Le remords, c'est une émotion qui passe beaucoup par le corps et surtout par les traits du visage et les yeux. Mais Mando ne peut retirer son casque en public et on ne ressent donc pas ce remords. Un plan me fait d'ailleurs très rire. C'est le moment où il change d'avis et décide d'aller sauver l'enfant. Il y a un travelling avant sur le casque de Mando. Certes, il y a une musique triste et un mouvement de caméra qui permettent d'installer l'émotion, pourtant cela ne marche tout simplement pas car on ne voit pas les yeux de Mando. Cela reste un épisode charnière car il installe l'enjeu de la saison. Protéger Yoda de ce riche client impérial qui a sous sa botte des Stormtroopers mais aussi des chasseurs de primes. Au niveau de la mise en scène, c'est plutôt mitigé. Dans la première partie de l'épisode, Mando est terré dans la cachette des Mandalorians. C'est très sombre et pour la première fois de la série, les plans sont pas particulièrement beaux. Et la deuxième partie est bien meilleure. C'est la bataille la mieux réalisée depuis le début de la série, plus esthétique, bien chorégraphiée, assez longue, à peu près la moitié de l'épisode. Ce qui donne un épisode où tout s'enchaîne, beaucoup plus speed que les 2 premiers. C'est le premier épisode où je trouve qu'il n'y a pas de plan marquant, par contre j'adore les flashbacks de la guerre des clones. Je trouve que cette représentation de la guerre des clones est bien plus sombre, bien plus plaisante. Ici on ressent les effets de cette guerre sur la population et les droïdes sont bien plus effrayants. On ressent bien plus l'oppression que dans la prélogie ou dans The Clone Wars. Cet épisode est le plus particulier de la saison. Le rythme s'intensifie
et la mise en scène a du mal à suivre dans la première partie de l'épisode. Il y a beaucoup plus de parlotte, et pourtant cela n'apporte pas plus. La longue scène d'action est très plaisante, et c'est malheureusement la seule chose dont je me souviendrai de cet épisode. Bryce Dallas Howard, vous la connaissez sûrement car elle joue Claire dans la trilogie Jurassic World, mais c'est aussi une réalisatrice. Je vais faire très court car j'ai déjà réalisé une vidéo entière dédiée à cet épisode. Je vous invite donc à faire pause pour aller la visionner, et surtout, n'oubliez pas de revenir. La vidéo s'affiche ici en fiche et le lien est en description. Pour résumer l'épisode, Mando souhaite se cacher pour protéger l'enfant. Il va sur une planète où il rencontre Cara Dune. Ensemble, ils vont se terrer dans un petit village, mais ce même village est victime d'attaques récurrentes par les pillards. Mando et Cara vont aider les villageois à se défendre. J'aime beaucoup cet épisode car on s'intéresse à un petit village, à des petits gens dans la galaxie, mais aussi par sa mise en scène assez exceptionnelle. J'aime beaucoup comment la réalisatrice a joué avec les échelles de grandeur et aussi avec les couleurs. C'est vraiment un épisode intéressant à regarder, il est bien rythmé, l'histoire est intéressante, même si encore une fois, on est encore dans quelque chose de très épisodique, mais il y a une évolution chez nos personnages, une superbe mise en scène et une très bonne chorégraphie de combat. On retrouve donc Dave Filoni à la réalisation. Au début de l'épisode, Mando est poursuivi dans l'espace par un chasseur de primes. Après s'en être débarrassé, il doit faire réaliser son vaisseau et s'arrête donc sur la planète la plus proche, Tatooine. Il y rencontre un chasseur de primes avec qui il va faire équipe. Mais malheureusement, ce chasseur de primes va le trahir. C'est l'épisode avec l'histoire la moins originale et on commence à avoir l'habitude de la structure des épisodes. Mando arrive sur une planète, il y vit une aventure, il repart, et l'histoire globale n'a toujours pas avancé. C'est au final très proche d'une série épisodique, ou plutôt semi-épisodique. Après, il y a des éléments super dans l'épisode, l'introduction du personnage de Fennec dans l'univers Star Wars, le fait que Mando négocie avec les pillards Tusken, cela les rend plus humains, mais j'accroche pas trop au personnage principal de l'épisode, Toro, le chasseur de primes. Il a un côté prétentieux, c'est un personnage comique, ressemblant à Han Solo. Je pense que c'est totalement fait exprès, assumé. D'ailleurs, Mando rencontre Toro dans la même cantina où Ben et Luke rencontrent Chewie et Han Solo. Mais là, je trouve que le personnage de Toro ne fonctionne pas trop. Le fait de l'avoir rendu naïf et un peu juvénile rend la trahison un peu fausse, même si on s'y attend. Au niveau de la mise en scène, je trouve que Dave Filoni s'est amélioré. L'épisode est un peu moins conventionnel, avec des plans qui sortent vraiment du lot. L'épisode reste dans l'ambiance globale de la série, visuellement très beau, mais rien de vraiment intéressant à noter sur la mise en scène. C'est un épisode qui se regarde mais sans plus. Je me souviens l'avoir adoré lors du premier visionnage, et là à la revoir pour la préparation de la vidéo, j'ai été assez indifférent face à l'épisode. L'histoire est assez convenue, la réalisation assez classique, et pour la première fois, les personnages n'évoluent pas. Et la seule chose qu'on retiendra de l'épisode, c'est l'introduction du personnage de Fennec. Dans cet épisode, réalisé par Rick Famuyiwa, Mando réalise une mission avec d'autres chasseurs de primes. L'objectif est de libérer un prisonnier de la Nouvelle République. Évidemment, il y a des complications. Je me rappelle qu'au premier visionnage, c'est l'épisode que j'avais le moins aimé. Et pourtant, avec du recul, aujourd'hui j'aime beaucoup cet épisode. Un épisode qui commence très bien, car au début de celui-ci, Mando rencontre Ranzar, interprété par Mark Boone Jr., un acteur qui joue dans Sons of Anarchy, une de mes séries préférées. D'ailleurs, j'écris actuellement la vidéo « Le meilleur épisode de Sons of Anarchy ». Le chapitre 6 est un épisode qui emprunte beaucoup aux films d'horreur et de suspense. C'est un genre que je connais assez peu. C'est pourquoi je pense que j'ai eu du mal au premier visionnage. Pourtant, l'épisode est très fort, il y a une réelle ambiance un peu glauque. Ça passe par les personnages, la lumière, la mise en scène, et on se demande ce que fait Mando au milieu de tout ça. C'est un épisode intéressant pour l'évolution de Mando qui fait face à un nouveau dilemme. Peut-il continuer à faire son métier si maintenant il souhaite défendre des causes plus justes? Avec cette scène tendue où il se rend compte que la vie d'un innocent est en jeu et seul lui s'en préoccupe. C'est aussi très cool de voir un petit peu le fonctionnement de la Nouvelle République, même si c'est très avare en informations. Le caméo final des 3 réalisateurs de The Mandalorian dans les X-Wing est sympathique. Au niveau de la mise en scène, comme dans l'autre chapitre réalisé par Rick Famuyiwa, il y a une grande importance accordée à la lumière. Cette fois, cela peut paraître moins subtil avec l'omniprésence de la lumière rouge. Pourtant, quand Mando arrive discrètement derrière Migs
et que la lumière rouge est coupée par des éclairs blancs, où l'on voit Mando arriver petit à petit, cela rend cette courte scène esthétique et grandiose. Vous avez remarqué, j'aime bien le préciser, mais pour cet épisode, il n'y a pas de plan marquant. Un épisode vraiment très bon, je pense que les fans de films d'horreur ou d'aliens ont vraiment apprécié. On sort un peu du space opéra, qui prend lui beaucoup du western, pour aller vers un autre genre qui est l'horreur, et pour ça, cette prise de risque, j'adore. Cela m'a un peu fait penser au film Rogue One, qui allait chercher dans ses inspirations de scénario et de mise en scène dans les films de guerre. Quand Star Wars sort de sa zone de confort en allant chercher dans d'autres genres, je trouve que c'est très excellent, et ça donne un vent de fraîcheur à l'univers, et le format série pour expérimenter est parfait. On retrouve Deborah Chow à la mise en scène, et c'est l'épisode où il y a le plus d'action, plus de lieux qui s'enchaînent, un rythme qui s'intensifie. Ce qui est normal car c'est l'épisode qui prépare le grand final de la saison. Dans un premier temps, Mando part à la recherche des différentes rencontres qu'il a pu faire durant la saison. Cara et Quill pour monter une équipe afin d'aller tuer l'homme qui a mis la tête de bébé Yoda à prix. Dans le but d'être enfin tranquille. Mais bien entendu, une fois notre équipe face à cet homme, on se rend compte que c'est qu'un sous-chiffre et le grand méchant, le Moff Gideon, arrive avec une armée de Stormtroopers. L'épisode est vraiment très bon. C'est agréable de revenir enfin sur le vrai fil rouge de la saison, de sortir du format épisodique qu'on avait depuis le chapitre 2. C'est bien rythmé, et maintenant on est attaché à tous les personnages, principaux comme secondaires, et ça nous fait plaisir de les revoir. Les enjeux sont clairs, et c'est dans cet épisode qu'il y a la plus belle réplique de toute la saison. Les droïdes ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont seulement les reflets impartiaux de ceux qui les imprègnent. Quill est vraiment le sage de la série. Il est assez proche de Yoda au niveau de la psychologie, le vieux sage, petit, avec des tics de parole. Ainsi ai-je parlé. Au niveau de la mise en scène, la réalisatrice a bien géré la chorégraphie de combat et le rythme du montage pour la petite confrontation de combat au début de l'épisode. J'aime beaucoup d'ailleurs le dernier plan, mais cela n'égale pas la confrontation au corps à corps entre Mando et Cara dans l'épisode 4. Les plans où le Razor Crest atterrit sont sympathiques, avec toujours cette idée d'avoir des éléments de décor au premier plan. Je trouve aussi la composition des plans de la planète de Kyul vraiment magnifique. C'est vrai que c'est une planète désertique, et donc la lumière joue énormément. Malheureusement, la musique s'efface un peu dans cet épisode, et il y a beaucoup de courts passages dans le Razor Crest qui sont pas très beaux visuellement. Je ne sais pas trop quoi penser du flashback quand Quill raconte à Mando comment il a remis en forme le droïde IG-11. Certes, pour le chapitre 8, on a besoin de s'attacher à IG-11, mais je trouve que le ton de la voix off avec ces images est un peu en décalage avec le reste de la série. On ressent quelque chose de faux, et je pense que c'est surtout une histoire de dosage. On a l'impression que Quill parle quelque chose d'extraordinaire, alors qu'il a juste réparé IG-11. Cela donne un côté humoristique qu'on n'avait pas jusqu'ici, et ça dure un petit peu de temps, et du coup je suis vraiment sorti de ce flashback en mode ok. Le point fort de cet épisode, et c'est même un des plus grands moments de la saison, c'est cette fin déchirante avec la mort de Quill. Juste le dernier plan est magnifique visuellement, mais est aussi d'une grande tristesse. On perd un personnage hyper attachant, et en plus on ne voit pas le meurtre, il se passe en hors-champ, ce qui rend la révélation encore plus cruelle. Le chapitre 7, c'est un épisode qui a pour but de préparer le grand final, mais il reste très bon, avec beaucoup plus de péripéties que les 6 premiers chapitres, avec une fin déchirante, servant bien évidemment de cliffhanger pour bien faire monter la hype pour l'épisode 8. Je trouve par contre la mise en scène assez inégale. On passe de plans magnifiques à des plans très plats. Si dans l'épisode d'avant on était sur un essai qui allait piocher dans les films d'horreur, ici on est dans du pur Star Wars. Et c'est très plaisant, un très bon épisode. Le dernier épisode est réalisé par Taika Waititi. Même s'il a déjà réalisé des épisodes de série, il est plus connu pour des films comme Jojo Rabbit ou même Thor Ragnarok. Dans cet épisode, alors que nos personnages favoris sont menacés par Moff Gideon et son armée de Stormtroopers, ils doivent travailler ensemble pour pouvoir fuir et protéger bébé Yoda. Forcément, vu que c'est l'épisode final, Mando doit mettre en œuvre tout ce qu'il a appris durant la saison, comme faire confiance aux droïdes et plus particulièrement à IG-11. La saison se termine par un happy end vu qu'il gagne face à Moff Gideon, même s'il y a un cliffhanger où on voit Moff Gideon brandir le sabre noir sans aucune raison. La scène d'introduction est à demi-teinte. Personnellement, je l'adore. Les deux soldats de l'Empire discutent. L'un souhaite voir l'enfant, l'autre non, pour ne pas avoir de problème. Le dialogue est très drôle, c'est assez fin,
je trouve qu'ils ont trouvé le bon dosage dans l'absurde. En plus, ça permet d'avoir une autre vision des Stormtroopers, moins chair à canon, prêts à exécuter le moindre ordre. Là, ils sont très humains, ils sont drôles, on a juste l'impression que c'est deux personnes au travail qui attendent que le boss se calme pour pouvoir montrer leur petite bouille. De plus, le petit clin d'œil au fait qu'ils n'atteignent jamais leur cible est juste hilarant. Mais je comprends que la scène puisse dérouter, c'est pas du tout le ton, l'ambiance de la série jusqu'à là. Et en réalité, ce ton, c'est la patte d'auteur de Taika Waititi. Et je trouve ça très cool qu'un réalisateur puisse autant imprégner un épisode de son style. Au niveau de l'histoire, ce dernier épisode fait parfaitement le taf. Cela reste parfois un peu facile, ou la fin où le Moff Gideon survit, ou la mort de IG-11 qui est bien préparée à l'avance avec ce genre de plan qui sort de nulle part. En fermant les yeux sur les petites facilités, l'épisode est très bon et marche très bien. L'épisode est vraiment très intéressant sur l'évolution du personnage de Mando qui comprend enfin qu'il est le père de bébé Yoda. La mise en scène est vraiment bien, surtout la bataille du début de l'épisode, servi par un très bon rythme de montage, on perçoit sans encombre l'action tout en restant dantesque. De plus, il y a une montée de l'action, l'enfermement, l'élément perturbateur, l'espoir, le contre-coup jusqu'au climax où bébé Yoda retient le feu grâce à la force. Ce passage est vraiment incroyable, le face-à-face, la composition du plan, la musique, tout est magnifique. C'est ma scène préférée de l'épisode. De plus, à la fin, il y a quelques plans épiques. Un final qui fait honneur à la saison. On le dévore, on l'apprécie et on a envie d'enchaîner tout de suite avec la saison 2. L'épisode est un peu différent du reste de la saison, un ton un chouïa décalé, la réalisation reste dans la lignée de la série, très bonne, un très bon épisode. Pour conclure, la saison 1 de The Mandalorian est superbe. Rien que l'idée de faire une série live dans l'univers Star Wars est juste trop bien. Comme beaucoup, j'ai grandi avec les films, avec la série animée The Clone Wars, et c'est un peu un rêve qui se réalise d'avoir une série live, d'avoir un format plus long, que des films de 2 heures. Même si les épisodes sont assez courts, je sais que ça en a frustré plus d'un avec des épisodes entre 25 minutes et 40 minutes. Ce qui donne quand même une saison d'environ 4h30. En plus, et ça personnellement ça me réjouit, on ressent que le projet c'est de créer tout plein de séries live Star Wars en partant voilà, de cette base qui est The Mandalorian. Et dans ce sens, ils ont réussi leur pari. Ils sont partis de la figure du Mandalorian, une figure qui est très connue par les fans de Star Wars, mais qui est peu utilisée dans les films et qui est inconnue pour un néophyte. Ils ont utilisé l'univers Star Wars sans utiliser un personnage déjà connu ou des pans de l'histoire déjà mis en place, permettant de faire presque repartir une nouvelle mythologie en partant de The Mandalorian, où par exemple dans la série, les Jedi sont presque une légende. L'histoire prend son temps, et cela permet de développer des personnages dans une série peu bavarde. Rien que par le fait que dans le duo principal, un des personnages ne parle pas. L'histoire et les enjeux sont simples, mais comme dans Star Wars 4, cela permet de développer le hors-champ, et on a envie d'en savoir plus. Je trouve ça cool que ce soit une série qui réunisse tous les fans. Au niveau de l'esthétique, on est très proche de la trilogie d'origine, sans oublier la guerre des clones. J'adore aussi le fait que les réalisateurs et les réalisatrices puissent imprégner de leur patte d'auteur dans les épisodes. Cela donne des épisodes très différents car chacun et chacune ont leur univers. Certains travaillent plus la lumière, d'autres la composition de plans, d'autres les dialogues. Et ce qui est fort, c'est qu'ils arrivent à rester dans une cohérence visuelle et du ton tout au long de la saison. Le point que je trouve dommage, c'est qu'au final on est sur une série semi-épisodique et surtout ce n'est pas assumé, car les chapitres 2, 4, 5, 6 sont des aventures unitaires avec un mini fil rouge. Pourtant on ressent que les showrunners, que Dave Filoni et Jon Favreau tiennent vraiment à avoir une histoire, un fil rouge très fort, rien qu'en parlant de chapitres. Et du coup, je trouve que l'idée d'avoir un fil rouge pour cette série, ça marche très peu. Car le cœur du fil rouge tout au long de la saison, c'est protéger bébé Yoda. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque épisode, entre le 2 et le 6, ce sont les intrigues secondaires qui sont traitées en une seule fois, en un bloc d'épisodes. Et c'est ce qui amène à avoir ces épisodes où à chaque fois, on a le même point de début et de fin, et au milieu, on a eu une histoire, une intrigue secondaire. Alors maintenant que j'ai dit ça, c'est pas forcément mauvais, il y a beaucoup de séries qui sont semi-épisodiques et qui sont excellentes. Je pense notamment à Stargate Atlantis et SG1, voilà, où le fil rouge, il est très limité et t'as une aventure par épisode. Mais là, pour cette première saison de The Mandalorian, j'ai plus l'impression que c'est une faiblesse car on ressent que c'est pas l'envie des scénaristes. Mais cela va permettre sûrement de mettre en place en fait l'univers de Mandalorian et je pense que petit à petit, le fil rouge sera de plus en plus fort au fil des saisons. J'ai adoré cette saison 1 de The Mandalorian. On se retrouve dans quelques mois pour parler de la saison 2. Et à chaque saison en live action de Star Wars, on en parlera dans un marathon. Si vous aimez ce nouveau concept, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. C'est la plus encourageante des récompenses. Vous pouvez aussi commenter la vidéo pour qu'on puisse parler ensemble de Star Wars en commentaire. À bientôt sur les internets.